Bonjour tout le monde. Et moi et Amir, on va se partager les temps qui nous est alloué pour démontrer d'une part la pertinence et d'autre part la faisabilité d'entreprendre des discussions politiques sur une éventuelle pacte électoral avec les PQ en 2018. Et je pense que nous sommes tous et toutes d'accord, la croissance de Québec solidaire et de son influence passe par le développement et de son aide parlementaire et aussi par son insertion dans les luttes sociales. Sur le plan électoral, nous devons œuvrer à l'intérieur d'un système électoral un système électoral qui oblige l'électorat à voter en pensant à voter de façon stratégique. On le connaît très bien cette situation-là. On peut faire le reproche à l'option B d'être obnubilé par la question du vote stratégique, mais à moins d'évacuer l'importance du parti des urnes, cette question-là est cruciale, d'autant plus qu'au cours de notre histoire, c'est toujours le vote stratégique qui a freiné notre progression électorale. En 2018, cette question risque encore une fois de jouer davantage en notre défaveur. Dans ce sens-là, en tant que parti, nous voudrions bien poser la question suivante à l'électorat. Soit le refus des politiques et des partis néolibéraux versus les choix d'un gouvernement progressiste et indépendantiste. Or, malheureusement, la grande question qui va déterminer les votes d'une majorité de l'électorat en 2018 risque plutôt d'être celle-ci. Voulons-nous nous débarrasser de ce gouvernement et qui a les meilleures chances d'y arriver? C'est ça l'équation, la grande question électorale en 2018. Si c'est cette dernière question qui l'emporte, Québec solidaire risque la stagnation ou pire encore le recul électoral avec toutes les conséquences que cela peut entraîner pour notre option politique. D'autre part, il ne faut pas oublier que le gouvernement actuel, le gouvernement libéral, fait mal au Québec. Il introduit des réformes structurantes pour les décennies à venir. Que ce soit en santé, dans le monde municipal, en éducation, si le gouvernement Couillard continue encore pour un autre 4 ans, nous aurons à vivre pendant longtemps avec les effets et les conséquences des réformes qu'ils sont en train d'introduire dès maintenant. Il y a donc urgence d'agir tout en permettant le développement de notre option politique. Dans ce sens-là, on pourrait dire qu'on a 3 objectifs stratégiques en tant que parti. Tout d'abord, travailler à la constitution d'un bloc social progressiste et indépendantiste coalisant de larges secteurs de la société. C'est le sens du chantier du renouveau politique. À travers cette opération, développer Québec solidaire et son influence en tant qu'expression politique privilégiée par les mouvements sociaux de ces blocs, en tant qu'expression de ces blocs sociaux progressistes et indépendantistes, et évidemment, comme troisième objectif, et faire élire un nombre substantiel de députés avec l'objectif d'être reconnu comme parti officiel à l'Assemblée nationale et éventuellement constituer la balance d'un gouvernement minoritaire. Tout cela passe nécessairement par un pacte électoral, à notre sens limité, avec les partis québécois, sous la base des principes adoptés lors de notre Conseil national de novembre dernier. Ces pactes n'impliquent pas une coalition gouvernementale, mais un pacte tactique qui vise en premier lieu et très concrètement la réforme du mode de scrutin, la fin de l'austérité par exemple et la transition écologique. Et depuis, en terminant, ne sous-estimons pas la création d'une dynamique politique complètement différente si nous arrivons à un pacte électoral avec les PQ sur nos bases problématiques, celles des QS et celles de Québec solidaire. Ces pactes peuvent créer une toute nouvelle dynamique qui fera en sorte d'attirer un grand nombre de personnes, des militantes et des militants déçus qui vont participer au débat politique justement parce qu'il y a là l'espoir d'un déblocage politique, d'un renouveau politique. Alors, Amir, ça te laisse, attends un peu là, je vais pas en masse, là. Ça te laisse 7 minutes 25. Je vais essayer de ne pas en abuser. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Alors, d'abord, c'est sûr que c'est un débat qui est
qui nécessite beaucoup de nuances, et plusieurs de ces nuances ont été apportées. Il y a des avantages, il y a certainement des écueils importants. La minorité racisée que je suis en sait quelque chose, ça a été mentionné. Les questions touchant l'équité dans nos représentations, notre base électorale, notre organisation. Moi, je vais essayer, parce que c'est un débat qui, pour nombre d'entre nous, n'est pas tranché. On a encore du temps pour y réfléchir, mais au cas où on décide de le faire, ça serait bien quand même de savoir pratiquement qu'est-ce que ça représente, c'est quoi les impacts, de combien de comtés on parle. Est-ce qu'il est nécessaire de laisser, c'est-à-dire de céder même les comtés qui sont déjà détenus par le PQ? Est-ce que ça concerne uniquement les comtés détenus par le PQ et la CAQ? L'impact dans les régions, l'impact financier, c'est quoi vraiment les taux de transfert de vote? C'est sûr, nous ne sommes pas des pions, les gens ne sont pas des pions, on ne peut pas les considérer comme ça, mais les motivations qui peuvent les entraîner à voter pour un candidat de l'autre parti, quels qu'ils sont et quelle est l'ampleur. Puis je vais nommer juste 2 comtés, Verdun et Saint-Henri-Sainte-Anne, parce que le reste nous appartient à l'interne. Cette présentation est publique, mais Verdun et Saint-Henri-Sainte-Anne ont déjà été évoqués dans l'espace public et ça permet de comprendre, de saisir comment ça marche. Et l'impact financier, finalement. Ça va? Ça change? Non, ici. Attendez, je vais arrêter le temps, question d'être juste. La technologie étant ce qu'elle est, on espère que les gens qui nous écoutent à travers le Québec, vous allez toujours bien. Alors. Et c'est reparti, oui. Ah, voilà. Alors, résultats électoraux sur 20 ans, juste pour vous, ce diapositive, concentrons-nous sur 2007-2012. Les 2 dernières élections où les libéraux sortaient du pouvoir après 4 ans. On remarque qu'il y a quand même une baisse considérable de leur appui. Il faut retenir ça. Quand le Parti libéral, et c'est normal, sort du pouvoir, il est normal qu'il y ait une diminution. Ça soit, comme on a vu les 2 dernières fois sur les 10 dernières années, à la sortie d'une élection, ils sont à environ 31-33%. Je perds du temps comme ça. Ici, je vais vous parler du sondage très rapidement. Ça c'est les sondages sur la dernière année et demie de CROP. Vous voyez comment se situe le Parti libéral, comment se situe le QS. C'est pour donner un aperçu. On a déjà été à 16%. On a été en décembre à 9 et 11% dans CROP. D'autres éléments Mainstream Research. Je vais reviendrai ce qu'on voit. Léger. Pour Léger, comme vous voyez, c'est à peu près la même chose avec En Marche. Grâce à beaucoup de travail, 9 et 14%, on espère que ça se maintienne. Maintenant, ça c'est les tendances générales sur les 18 derniers mois, la moyenne des sondages. La moyenne des sondages a une valeur, je ne rentrerai pas dans le détail de ça, mais ça c'est des moyennes de sondages, des courbes, et vous voyez comment ça arrive exactement sur les résultats électoraux de la dernière élection en 2014. Donc, il y a une valeur dans la moyenne faite sur les sondages, et je pense que les gens qui sont plus familiers connaissent ces données-là. Alors, j'ai pris les moyennes sur 1 an pour le PLQ, pour la CAQ et nous. Pour le PLQ, ça les emmène de 33 à 36%. Vous voyez, le PQ va de 27 à 30% et la CAQ de 20 à 26%. Et pour nous, ça se situe entre 11 et 12%. J'en parle parce que les simulations, les projections électoraux que je veux faire en tenant compte de cette tendance historique, vous voyez, ça nous amène pour 2018 entre 33 et 36% pour le Parti libéral, ce qui veut dire qu'on leur accorde quand même beaucoup plus d'avantages que ce qu'ils sont de manière réaliste, si on se base sur les données historiques, sont capables de faire. On avance. Alors voici les moyennes prises, je saute rapidement sur ces données. Voici des projections qui ont été faites grâce au site Too Close to Call, qui a une simulation, un simulateur. Je vous invite à aller voir sur le site pour vous rendre compte de la valeur et de la qualité de ça qui a été maintes fois, ils ont remarqué par nombre d'observateurs. Ces simulations sont pour dire qu'avec les maxima et les minima que je vous ai présentés, voici comment se dresse le tableau pour les possibilités. Et ce que je vous fais remarquer, venons-en à la fin, en bas de cette présentation, comme vous voyez le maximum des écarts éventuels
qui est envisageable et qui sont basculables. D'abord, on remarque dans ces simulations que 19 comtés qui sont détenus actuellement par le Parti libéral, s'il y a un report partiel des votes d'un parti à l'autre, entre PS et le PQ, et surtout à cause de la décote aussi que connaît le parti au pouvoir, peuvent éventuellement basculer à la faveur de un ou l'autre des partis qui se présentent. Il y a 11 comtés également de la CAQ qui peuvent basculer. Pourquoi? Parce que le PQ, lorsque le PQ s'améliore et les libéraux ont une décote, ça peut entraîner des courses à trois qui permettent de basculer également et le PQ pourrait reprendre éventuellement ces comtés-là. Donc, en fait, l'accord qui est envisageable, qui pourrait être concrètement réalisé, concerne essentiellement des comtés qui appartiennent au PQ et à la CAQ et non pas à Québec solidaire et au PQ. Autrement dit, on présente contre Jean-François Lisée, on présente un candidat ou une candidate Québec solidaire contre Agnès Maltais. Autrement dit, partout où la bataille est entre nous et le PQ, on se présente contre le PQ pour pouvoir accentuer le démarquage politique qui est nécessaire, qui est un des écueils qui a été à juste titre mentionné par nos amis. Donc, aucune concession pour les comtés qui sont détenus par les deux. Est-ce que les électeurs de Québec solidaire et PQ suivraient l'idée d'un échange? Autrement dit, est-ce que c'est des pions ou c'est parce que c'est des pions qui suivraient? Non. En d'autres mots, est-ce qu'ils accepteraient de voter pour le candidat d'un autre parti? J'ai consulté deux experts. Claire Durand, professeure à l'Université de Montréal en sociologie et présidente de la World Association of Public Opinion, et Brian Breguet, qui est l'instigateur du site Too Close to Call. Je ne peux pas aller dans les détails. Ce que Claire Durand nous dit, a répondu à ma demande à partir d'une étude qu'elle m'a soumise en 2014, où on a fait un sondage post-électoral pour ceux qui avaient déjà voté. On s'aperçoit que 15% des gens ont voté pour un autre parti que celui qu'ils avaient l'intention de voter. Pourquoi? Il me reste une minute. Le reste, on pourrait peut-être dans le débat, je pourrais y revenir pour vous en parler. Et parmi les partis qui ont bénéficié le plus de ça, essentiellement c'est le PQ, je ne rentrerai pas dans le détail, mais je voudrais venir sur les raisons qui motivent les gens à voter différemment, la volatilité du vote ou le vote stratégique. C'est que les raisons sont variées, les raisons pour voter pour un parti sont variées, les idées du parti et des candidats, malheureusement, parmi la population en général, on ne parle pas de militants, de membres, de sympathisants. Parmi les principales raisons retenues, ce n'est pas les idées du parti ni des candidats. C'est plutôt... excusez-moi. Voilà. La souveraineté est un élément, parmi les éléments dits, c'est la seule qui peut être un élément qui départage, mais pour les autres électeurs, la plupart du temps, c'est la volonté de changement ou la volonté de stabilité, ou ça peut être le chef ou le type de campagne qui a été mené par ce parti-là, ou la volonté, ça c'est mentionné également, de bloquer un parti. Est-ce que j'ai encore le temps ou on revient là-dessus? On va être obligé de revenir là-dessus, Amir. Alors, merci Amir.